Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel d'Ailleurs dans le monde, consacré à un long entretien avec l'ancien Premier ministre français. Il fut aussi sénateur, vice-président du Sénat, député européen et président du Conseil régional de Poitou-Charentes. Il s'agit de Jean-Pierre Raffarin. Avec lui, nous évoquerons bien sûr son parcours, ses relations avec l'Afrique et la Chine, et sans oublier son regard sur l'évolution des démocraties dans le monde. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre français et actuel président de l'ONG Leader pour la paix. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Vous venez d'assister aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de nombreuses personnalités à la cérémonie de l'inauguration de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly d'Abidjan, l'IFP-AGC, une école à vocation sous-régionale destinée à former les futures élites politiques. Pour quelles raisons avez-vous souhaité associer votre image à ce projet? Vous savez, créer une école, c'est semer de la liberté. Moi, je suis très inquiet de la montée de la violence dans toutes les sociétés, en Afrique, en Europe et maintenant même aux États-Unis. Face à la violence, il n'y a que la pédagogie, il n'y a que la pensée réfléchie, il n'y a que l'éducation qui soit vraiment une réponse. Et donc, les autorités ivoiriennes, sous l'impulsion du président Ouattara, avec vraiment une vision d'ouverture politique, avec un conseil d'administration ouvert, présidé par Mamadou Touré, avec une qualité humaine, de s'engager dans une formation pour essayer de faire en sorte qu'on trouve des réponses à la violence. Dans nos systèmes politiques, quelle que soit la nature de nos systèmes, nous avons un ennemi commun. L'ennemi de la démocratie, l'ennemi du travail, l'ennemi du progrès, c'est la violence. Et donc il faut faire en sorte que les plus jeunes aient envie d'avoir une attitude réfléchie, une pensée argumentée, pour éviter de se tomber dans des manipulations, dans des attitudes brutales, sommaires, primaires. Et c'est ça, je crois, ce qui est très important. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à mon avis, se passera dans beaucoup d'autres pays. Au fond, vous savez, il y a de très nombreux pays qui ont des écoles de guerre, mais il y a peu d'écoles de paix. Et l'Institut Coulibaly, c'est un institut qui va avoir une sorte de label école de la paix. Et ça vaut la peine de le soutenir. Cet institut, justement, est un hommage à feu Amadou Coulibaly, notre ancien Premier ministre, donc ivoirien. Quelle image gardez-vous de cet homme d'État? Alors, je pense qu'il avait un certain nombre de valeurs qui étaient très précieuses. D'abord, le désintéressement. Je pense qu'il faut rappeler aux jeunes qu'on ne fait pas de la politique pour un statut social. La politique, c'est service. Un ministre, c'est un serviteur. L'origine du mot ministre, c'est serviteur. Donc il y avait le désintéressement. Ce qu'il y avait aussi comme deuxième valeur très importante, c'est la vision de moyen terme. Vous savez, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Il faut toujours prendre de la distance. Ça, c'est très important. La méthode de Amadou Coulibaly, le travail. On parlait de 20 heures de travail, on parle vraiment de séances de travail interminables. Cette capacité d'énergie, c'est très important. Et le plus important peut-être, c'est l'écoute. L'écoute, c'est au fond l'ennemi de l'arrogance. L'écoute, ça veut dire qu'on est disponible à l'autre. L'arrogance, c'est qu'on a la réponse et ce que dit l'autre, ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est pour ça que je trouve que l'ancien Premier ministre est la figure tutélaire adaptée pour une école qui est une école de formation politique, mais c'est un peu une école de la paix. Alors, on vous a connu plus en tant que sinophile, si j'ose dire, un grand défenseur de l'Asie et fortiori de la Chine. Quels sont finalement vos liens personnels, affectifs et professionnels avec le continent africain de manière générale et a fortiori la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas de lien autre qu'affectif. J'ai une mission de relation avec la Chine puisque je suis le représentant spécial du ministre des Affaires étrangères pour les relations avec la Chine. Donc je vais en Chine depuis 50 ans, je connais bien la Chine, j'y enseigne et donc je suis un partenaire de la stratégie française, des intérêts français en Chine. Ce n'est pas facile et donc j'essaie de mobiliser avec un grand nombre d'acteurs sur le plan économique pour essayer de faire en sorte que la France trouve intérêt à ces relations avec la Chine. Avec l'Afrique, j'ai
une sorte de communauté de destin en moi. Je sens bien que l'Europe ne peut pas être heureuse si l'Afrique est malheureuse, et réciproquement. Et je vois bien qu'il y a une sorte de magie africaine qui va influencer le monde de l'avenir, et ça m'intéresse beaucoup. Je travaille par exemple sur le leadership et je suis très intéressé par une réflexion stratégique avec des responsables politiques sur qu'est-ce que le leadership africain. Et je pense que ce sont des sujets qui sont importants aujourd'hui. On parle de la Chine, on parle des États-Unis, on parle de l'Europe et l'Afrique. On doit en parler plus et au fond réfléchir un peu à l'apport de l'Afrique dans les grands sujets du monde aujourd'hui. Justement, votre engagement envers et votre proximité avec la Chine ont participé directement ou indirectement à améliorer l'image de ce géant asiatique. Mais face à l'expansion de la Chine sur le continent africain, a fortiori dans la zone francophone, l'ancien précaré français, avez-vous des regrets ou des inquiétudes ? Non, je pense qu'il faut développer des relations, si vous voulez, avec la Chine. La Chine est le moteur de la croissance du monde. On ne peut pas se passer de la Chine. Évidemment, nous avons un désaccord politique avec la Chine. Moi, je n'ai jamais été communiste. Je ne suis pas pour un parti communiste. Mais je suis pour que les entreprises françaises, et je défends les intérêts de mon pays, mais pour que les entreprises françaises aient des marchés. Donc, j'essaie de faire en sorte que les intérêts de la France soient le mieux pris en compte par ce grand partenaire qui va peut-être être bientôt la première économie du monde et qui d'ores et déjà est le moteur de l'économie du monde. Alors avec l'Afrique, je pense qu'évidemment, il faut protéger les pays africains, par exemple, pour pas qu'ils soient endettés excessivement. Mais d'autre part, il faut aussi qu'ils participent à cette croissance mondiale. Donc, je suis assez favorable à l'idée selon laquelle l'Europe, la Chine et l'Afrique peuvent faire des choses ensemble de manière à équilibrer les partenariats. Et il y a eu plusieurs discussions avec les Chinois pour qu'on puisse travailler ensemble de manière non pas seulement bilatérale entre deux pays, mais de manière multilatérale pour justement protéger les uns et les autres et veiller à ce qu'il n'y ait pas une force qui domine la relation. Je crois qu'il faut s'habituer à ce que la Chine soit un acteur permanent de la vie économique, mais en même temps, il faut pouvoir lui résister. Et pour lui résister, pour équilibrer les échanges, quelquefois, il faut se regrouper. Et de ce point de vue-là, la France et l'Afrique ont peut-être des choses, avec l'Europe évidemment, à faire ensemble vis-à-vis de la Chine. Le président français Emmanuel Macron a participé aux cérémonies commémorant le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Et en Afrique, le nom de cet ancien président français reste associé au discours de la Baule, où il avait réuni des chefs d'État africains pour les inviter à développer la démocratie dans leurs pays respectifs, à l'image notamment des Européens de l'Est qui venaient de s'affranchir de la tutelle communiste. 30 ans plus tard, quel est votre sentiment sur l'évolution du processus démocratique, de démocratisation dans les États africains? Je pense qu'il y a des grands progrès qui ont été faits sur l'ensemble du continent et on voit des résultats sur le plan économique et social très, très importants qui ont été faits. Mais je crois qu'il faut bien se rendre compte aussi que dans le monde actuel, les démocraties connaissent des difficultés. Et donc aujourd'hui, aucun système ne peut se sentir hors de toute fragilité. Quand on voit le Capitole, le Capitole, qui était présenté comme finalement le temple de la liberté, et qui est envahi et bousculé par les protestataires, on voit bien que toute démocratie, tout système aujourd'hui a ses propres fragilités. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aux impuissances des démocraties, au manque de rapidité quelquefois qu'ont les démocraties. Et donc, il faut que les démocraties sachent se réformer elles-mêmes pour être à la fois attachées à leurs valeurs, mais pour être plus efficaces. L'efficacité, la puissance est une question qui est posée aux démocraties. Et donc, il faut qu'on soit en réforme permanente. Je pense que, naturellement, la protection des libertés, la personne humaine, comme valeur. Quand on parle de la Chine, on voit bien qu'on n'a pas le même système de valeurs. La Chine défend le groupe, y compris contre la personne. Nous défendons la personne, y compris contre le groupe. La personne, c'est la valeur. On voit bien qu'on a des systèmes de pensée qui sont différents. Mais il est important que ces valeurs-là soient, dans l'organisation politique, aussi des sources d'efficacité.
si on n'est pas capable de créer des emplois, si on n'est pas capable d'équilibrer le commerce, si on n'est pas capable d'ajouter de la valeur là où il y a des productions sans valeur ajoutée, eh bien naturellement la démocratie est insuffisante. Donc moi je reste un démocrate, je suis très attaché à la démocratie, mais je suis pour une réforme permanente de la démocratie pour qu'elle trouve et de l'autorité et de la puissance. Vous parlez à l'instant de valeurs, mais on a quand même parfois l'impression que l'Occident, pas que l'hégémonie américaine, que l'Occident impose son système de valeurs aux autres continents. C'est vrai qu'il y a une forme de domination culturelle à laquelle l'Occident s'est attaché historiquement. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, le système de pensée asiatique est un système fort différent. Et je pense qu'aujourd'hui, y compris dans un grand nombre de pays africains, il y a des systèmes de pensée, des cultures qui sont tout à fait respectables et qu'il faut essayer de faire en sorte que les uns et les autres puissent s'affranchir de tutelles qui puissent être des tutelles politiques ou culturelles. Ce qui me paraît aujourd'hui très important, c'est que le continent africain affirme sa singularité. Le continent africain n'a pas à rattraper ni l'Amérique ni l'Europe. Le continent africain a affirmé ses valeurs. On a travaillé aujourd'hui avec l'Institut de formation politique sur le leadership. Le leadership africain n'est pas un leadership américain ni un leadership chinois. C'est un leadership singulièrement africain. Donc je pense qu'il faut chercher cette singularité aujourd'hui de l'Afrique. Et c'est vrai qu'il n'y a plus une dominante culturelle qui s'impose partout dans le monde. Aujourd'hui, l'Asie et l'Afrique, chacun a ses propres valeurs. Il faut naturellement respecter un certain nombre de valeurs qui, en général, sont rassemblées dans la Déclaration des droits de l'homme et ou la Déclaration des Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Je pense que c'est ça le patrimoine de valeurs. Pour le reste, il est clair qu'il faut être respectueux des systèmes et des pensées culturelles des uns et des autres. Alors tous les présidents français, depuis, on va dire, François Mitterrand, ont affirmé lors de leur tournée africaine que la France-Afrique n'existerait pas avec eux à la tête de l'État français. Mais plusieurs événements récents de notre histoire commune semblent contredire cette affirmation. Quel bilan faites-vous de la politique française, la politique africaine de la France ? Je pense que la politique africaine de la France manque de présence, manque de continuité, manque, je dirais, d'affection sociétatis, c'est-à-dire manque de proximité dans le temps. Je pense qu'elle a été fortement marquée dans le passé par des logiques d'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment des solidarités à construire. L'action contre la violence. La violence est un ennemi commun avec sa variante terroriste, mais pas seulement. C'est un ennemi commun et nous devons travailler ensemble pour lutter contre la violence. J'en ai discuté avec des élus ivoiriens qui m'ont raconté la violence des jeunes dans un certain nombre de parties du pays. Je vois bien qu'il y a là un phénomène qui est un phénomène extrêmement préoccupant pour la Côte d'Ivoire, mais en fait pour toutes nos sociétés, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme d'impatience de la colère. Les réseaux sociaux, l'information continue, le système dans lequel nous vivons aujourd'hui rend la colère particulièrement impatiente, et donc elle débouche très vite sur la brutalité et la violence. Il nous faut travailler ensemble sur ces sujets. Justement, vous avez quitté la sphère politique il y a quelques années, en 2017, en démissionnant de votre mandat de sénateur. Depuis, le monde, notamment l'Occident, a traversé de graves crises, le monde en général aussi, sanitaires, économiques, sociales. Il y a des tensions raciales un peu partout. Quel est votre regard sur l'évolution du monde, notamment la relation entre les gouvernants et gouvernés, qui a l'air d'avoir une défiance jamais encore atteinte? Je pense qu'il faut se préoccuper de ces relations. Je pense que les élites sont souvent très contestées. Et je pense qu'aujourd'hui, la complexité des problèmes n'est pas une chose facile face à la radicalité des demandes et des attentes.
Aujourd'hui, régler des problèmes demande souvent beaucoup de questions juridiques. Par exemple, on voit sur les vaccins aujourd'hui, il faut demander aux gens, il faut assurer la protection des gens. Donc il y a beaucoup de contraintes administratives pour protéger la personne. Mais ça empêche d'aller très très vite dans la vaccination. Donc on voit bien que notre système manque d'efficacité, manque quelquefois de rapidité. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. Il y a des solutions, je pense que la décentralisation est une... Il ne faut pas forcément tout concentrer les pouvoirs au sommet. Je pense qu'il faut trouver des corps intermédiaires, il faut faire en sorte qu'on puisse associer les forces vives, associer, comme je le vois que c'est souhaité en Côte d'Ivoire, les jeunes, le rôle des femmes, notamment les femmes dans la médiation pour les conflits d'une société. On voit qu'il faut qu'on fasse respirer la société pour éviter l'affrontement. Vous savez, la violence, elle vient de blocage. C'est quand il y a blocage qu'il y a violence. Et donc, ce qu'il faut, c'est organiser les contacts, les structures, partager le pouvoir, faire en sorte que les territoires, les villes et ceux qui s'engagent dans les partis politiques, ceux qui s'engagent dans les associations, ils aient une existence dans la vie politique. On ne peut pas tenir à l'écart toute une société. Aujourd'hui, les gens sont informés, les gens sont éduqués, et donc il faut réfléchir à l'organisation de nos sociétés. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui s'est passé l'autre jour au Capitole, c'est une alerte mondiale. Je voyais la presse française qui disait les États-Unis, les États-Unis. Mais ce qui s'est passé au Capitole peut se passer dans bien des pays aujourd'hui. C'est une alerte pour nous tous. Mais justement, on a l'impression que... Est-ce que l'Occident ne s'est pas cru longtemps, trop longtemps, à l'abri de ce genre de débordement? Et vous le dites, il y a une tension palpable partout dans le monde. Est-ce que ces événements ne vont pas se reproduire, notamment en France lors de l'élection 2022, qui sera la suite peut-être des revendications des Gilets jaunes et tous les contestataires qu'on voit régulièrement dans la rue? Je pense que l'Occident est fier de ses valeurs. L'Occident a eu un parcours historique brillant qui l'a rendu arrogant. Parce que le succès, parce que le rayonnement, et donc il est devenu arrogant et parfois méprisant. Et donc c'est vrai que l'Occident est quelquefois aujourd'hui inadapté à la situation. Enfin, les valeurs de l'Occident sont quelquefois contestées par un certain nombre de sociétés. Et donc, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui revenir à plus d'humilité, revenir à ce que l'UNESCO a défendu en défendant la diversité culturelle. Je pense qu'il faut accepter que la règle aujourd'hui du fonctionnement du monde, c'est la diversité culturelle et ce n'est pas la pensée d'un système. Et je crois que pour ce qui est de l'Afrique, on voit bien que le langage, quelquefois, lui-même continue à porter des comportements quand on parle du rattrapage de l'Afrique. On se met dans une situation où l'Afrique serait derrière et qu'elle est à la traîne. Non, aujourd'hui, le temps de l'Afrique, c'est son temps à l'Afrique. L'Afrique peut aller plus vite sur certains sujets, moins vite sur d'autres. Il n'y a pas un temps mondial qui s'impose à l'Afrique. Il y a le temps de l'Afrique, il y a l'Afrique qui a naturellement ses exigences, sa rapidité, sa vitesse, mais c'est sa singularité. Ça, c'est vrai sur le plan théorique, Monsieur le Premier ministre, mais quand on sait que tous ces indicateurs qu'on utilise pour justement évaluer l'avancée de l'Afrique viennent de l'Occident, des critères aussi, d'éligibilité parfois, les bailleurs de fonds, voilà, imposent aussi des choses et des règles et un rythme au continent africain qu'il est difficile de ne pas suivre. Je pense que c'est quelque chose dont il faut se départir. Et je vois quand même qu'il y a beaucoup de jeunes Africains. Je lisais dans l'avion un livre de Fédéine Sarr qui est sur les lignes stratégiques un peu de l'avenir de l'Afrique, où on remet en cause, y compris cette idée des schémas dans lesquels on essaie de faire rentrer l'Afrique. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Et de ce point de vue-là, l'Asie, avec ses méthodes, fait comprendre aussi que finalement, l'Asie a besoin de ses libertés, tout comme l'Afrique a besoin de ses libertés, et qu'il faudra s'adapter à des méthodes un peu différentes. C'est vrai que, par exemple, je discutais avec le ministre d'État sur les questions qui sont imposées par le FMI, par la Banque mondiale, en disant, par exemple, que l'État ne doit pas s'occuper de l'activité privée des entreprises privées. Mais aujourd'hui, faire de l'innovation, aujourd'hui, beaucoup d'activités entrepreneuriales ont un intérêt public. Il y a beaucoup de métiers
où il y a de l'intérêt privé, mais aussi une part d'intérêt public. Le médecin, il fait son métier privé, mais il fait aussi une part d'intérêt public. Et donc l'État, si on veut faire des pôles d'innovation, si on veut faire des pôles de formation, d'apprentissage, comme on fait en Côte d'Ivoire, il est clair que l'État doit s'occuper aussi de fédérer les initiatives privées pour pouvoir développer. Mais les bailleurs de fonds disent non, l'État ne doit pas toucher. Je pense que ça, ce sont des choses qu'il faut revoir parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un potentiel entrepreneurial fort, il est clair que l'État et les entreprises ont intérêt à travailler ensemble et développer des projets communs. Et donc, c'est une erreur d'empêcher l'État de soutenir les entreprises qui vont dans la direction souhaitée par les pouvoirs publics. Alors, intéressons-nous au Brexit, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est bel et bien fini. En quittant l'Union douanière et le marché commun le 1er janvier 2021, les Britanniques sont définitivement sortis de l'UE après y être entrés en 1973. Alors, vous faites partie des défenseurs de cette institution, l'Union européenne. Vous avez été ancien député européen. Comment comprendre qu'aujourd'hui encore, l'Union européenne n'arrive pas à avoir la pleine adhésion, voire la confiance des populations? Est-ce finalement son principal échec? Je pense qu'il y a une partie d'échec, évidemment, dans le départ du Royaume-Uni. Même si les Anglais, dans leur histoire européenne, ont toujours été des partenaires réservés, réticents et quelquefois très souvent en opposition avec la dynamique européenne. Mais c'est un échec que d'avoir cette rupture, cette déconstruction en partie de l'Europe. Mais il n'y a pas que des effets négatifs. On a vu l'Europe extrêmement solidaire dans cet accord. Et finalement, beaucoup de gens, y compris en Angleterre, s'attendaient à ce que l'Europe soit très divisée. Et l'Europe est restée assez soudée. Et je dois dire même que ce à quoi je crois par-dessus tout en matière de dynamique européenne, c'est à l'entente franco-allemande. Et l'entente franco-allemande, qui est quand même la grande entente politique qui surmonte les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui fait que cette entente-là, elle est historiquement et mondialement particulièrement significative, eh bien aujourd'hui, le moteur franco-allemand a repris un certain nombre de prérogatives dans la dynamique européenne. Et c'est, je crois, très important. Et regardez, par exemple, l'implication de plus en plus importante de l'Allemagne en Afrique. Et ça, je crois que c'est aussi très important de faire en sorte que l'Europe, avec un moteur franco-allemand, regarde un peu plus l'Afrique qu'elle ne le regardait précédemment. Donc c'est vrai qu'il y a ce départ du Royaume-Uni qui est un problème, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu solidarité et qu'il y a eu notamment renforcement de l'alliance franco-allemande, ce qui est fondamentalement le moteur de l'Europe. Alors, ça sera ma dernière question, Monsieur le Premier ministre. Vous avez été le Premier ministre de Jacques Chirac de 2003 à 2005. Le président français est décédé le 26 septembre 2019. Les Français lui ont rendu un vibrant hommage. Quel héritage politique laisse-t-il à la France et quelle image gardez-vous de ce grand homme d'État dont vous avez été un si proche collaborateur? Vous savez, mon parcours est étonnant puisque j'étais responsable des jeunes giscardiens et qu'il y avait des querelles importantes entre Giscard et Chirac. Et progressivement, je me suis rapproché au fil des années du président Chirac. Et j'ai été un Premier ministre, malgré la difficulté de la tâche et les difficultés des sujets que j'ai eu à traiter, j'étais un Premier ministre heureux de travailler avec lui. J'ai une grande affection pour Jacques Chirac. D'abord, il a cette fondamentale humilité des grands hommes. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a des points communs avec Amadou Comte Coulibaly. C'est-à-dire cette humilité fondamentale qui reste en permanence disponible aux autres. Vous savez, l'humilité, c'est la porte ouverte aux autres. La personne arrogante, elle est méprisante. La personne humble, elle écoute les autres et l'autre a accès à la personne humble. Chirac, c'était ça, une humilité incroyable. Il ne faisait jamais état de sa science, il connaissait beaucoup de choses. Je l'ai vu à l'Assemblée nationale avec des bandes dessinées et à l'intérieur des livres de poésie, et il lisait de la poésie, mais il jouait la personne non cultivée, il jouait toujours une attitude un peu libre. C'est, je crois, très important d'avoir cette vision-là sur le plan personnel, l'humilité. Et sur le plan politique, c'est la cohésion sociale.
c'est au fond éviter que les gens se battent. Un jour, il m'avait dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Et il me dit, je lui avais demandé, qu'est-ce que vous attendez de votre Premier ministre? Il m'avait dit, mais fais en sorte qu'ils ne se battent pas. Vous voyez, c'était quand même, naturellement il y avait des réformes, naturellement il y avait des objectifs, mais au-delà de l'essentiel, c'est le rassemblement qui compte, et c'est de faire en sorte qu'on puisse défendre la cohésion sociale, la cohésion nationale. Et c'était, je crois, un élément très important. Et c'est pour ça que j'ai gardé au cœur de cette expérience avec lui la haine de la violence. Et je me suis engagé pour essayer d'apaiser toujours les circonstances. Et en chaque circonstance, Chirac choisissait l'apaisement. On se souvient notamment de son refus d'intervenir en Irak. Absolument. Participer à la guerre en Irak. Voilà. Pour Chirac, la violence ne crée que de la violence. Il n'y a pas d'issue à la violence. La violence ne fait que finalement compliquer les problèmes. Et surtout, elle empêche le développement. Et on voit bien aujourd'hui qu'il faut naturellement des interventions militaires dans un certain nombre de cas, car par exemple, contre le terrorisme, il faut des moyens militaires. Mais les moyens militaires ne suffisent pas à apaiser. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Et donc il faut bien avoir cette approche-là, au fond, qui est une approche de compréhension et de cohésion sociale. Et Jacques Chirac, je crois qu'il y a quelque chose qui était fondamental pour lui, quand il a parlé de la fracture sociale, et je crois que s'il était aujourd'hui dans la société française, il serait particulièrement inquiet de voir les affrontements qui peuvent parfois se préparer. Justement, vous avez eu l'occasion de lui parler avant, on le sait qu'il est assez malade en fin de vie, vous avez eu l'occasion de lui parler de l'État, de la France, depuis qu'il n'était plus président. Quel était son regard sur les présidences? C'était un regard toujours inquiet. Il n'a jamais voulu commenter l'action des autres, mais il était toujours très inquiet. Mais il avait toujours un grand espoir pour l'Afrique. Il avait un profond respect pour l'Afrique. Vous savez, je vais vous dire un secret, mais quand il recevait des délégations africaines, il apprenait par cœur, il répétait le nom de toutes les personnes de la délégation. Il ne voulait jamais écorcher un nom. Écorcher un nom, c'est manquer de respect à une personne. Donc, tout seul, dans son bureau, il prenait tous les noms et il veillait à bien les prononcer. Et quelquefois, les noms africains ne sont pas toujours très simples. N'est-ce pas? Comme certains noms français. Comme certains noms français. Eh bien, il y a cette attitude fondamentale de respect. C'était ça, Jacques Chirac. Et au fond, vous savez, la meilleure antidote de la violence, c'est sans doute le respect. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir reçus, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.